Dans cette vidéo, on va faire un premier survol de la plateforme Java EE et on va voir le cycle de développement standard qui est proposé par la plateforme. Donc, sur le diagramme, on voit qu'on a trois personnes. D'abord, on a Carole, qui est notre utilisatrice finale, donc c'est elle qui va utiliser l'application qui est développée par l'équipe. Ensuite, on a Alice, qui est développeur et qui va utiliser les API fournis par Java EE pour écrire des composants applicatifs et fournir une application. Et puis finalement, on a Bob, qui est un administrateur système qui gère un environnement de production, qui va recevoir l'application qui a été développée par Alice, qui va la déployer dans un serveur d'application pour qu'elle soit accessible par Carole. On a dit que Java EE, c'est une spécification, donc ça définit d'un côté un certain nombre d'API que les développeurs peuvent utiliser, et puis ça définit aussi un contrat entre un serveur d'application et ses composants applicatifs. En termes d'outils, ce qu'on voit, c'est que Alice ici, elle va utiliser son environnement de développement favori. Donc, elle va pouvoir utiliser NetBeans ou alors utiliser IntelliJ. Elle pourrait utiliser Eclipse. Elle pourrait aussi travailler avec Maven, qui est cet outil qu'on a déjà utilisé pour automatiser la construction d'un logiciel. En fait, ce qui se passe très souvent, si on utilise NetBeans par exemple, derrière les décors, Maven est utilisé. Donc Alice va utiliser ces outils pour écrire du code et puis régulièrement elle va lancer un build, elle va construire son logiciel et à ce moment-là, au lieu de produire un jar, ce qu'on a l'habitude quand on fait du développement Java standard, elle va ici produire soit un war, soit un EAR, donc c'est de nouveau des formats d'archives Java qui vont contenir des fichiers compilés, des ressources diverses, le tout compressé. Et donc Alice va produire cette archive logicielle, ce composant logiciel, et elle va le donner à Bob. Elle va lui dire, ben voilà, je te donne cette application maintenant, tu vas te débrouiller pour la mettre en production, pour la déployer dans un serveur d'application. Donc de ce côté, Bob, lui, il aura fait le choix d'utiliser l'un ou l'autre des serveurs d'application. Donc Bob ne va pas utiliser Glassfish, Wildfly et Tomcat en même temps, mais plutôt va décider d'utiliser l'un de ces serveurs d'application. Il existe d'autres serveurs d'application compatibles avec la norme Java EE. On aurait pu mentionner WebLogic de Oracle, on aurait pu mentionner WebSphere de IBM, et il y a toute une autre liste de serveurs d'application. À partir du moment où Bob a pris le fichier WAR et l'a déployé dans un de ses serveurs d'application, il sera à disposition de Carole, qui va y accéder au travers de son navigateur. Donc, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que ces trois serveurs ici vont jouer le rôle de containers d'application. On voit qu'ils se mettent à l'écoute sur différents ports de communication parce qu'ils exposent toujours au moins deux interfaces. Il y a une interface qui est mise à disposition des utilisateurs finaux pour accéder à l'application qui a été développée. Et puis, il y a une interface d'administration que Bob va utiliser pour pouvoir faire différentes activités comme consulter les logs, configurer les connexions bases de données ou déployer les applications. Maintenant qu'on a vu cette architecture de haut niveau, on va regarder concrètement à quoi ressemblent les outils, mais on va voir ça dans le prochain webcast.